Ah, aujourd'hui, je sais que je vais me manger une de ces vagues de haine, mais quand tu es dans la zone, personne n'est intouchable. Alors salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous exposer les trucs que je déteste le plus chez chacun des GOATs de l'UFC. Donc, dans les combattants que l'on considère les plus inatteignables, genre le top ultime de l'UFC, la crème de la crème. Là, on parle vraiment des combattants les plus légendaires du MMA et de l'UFC en particulier. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trucs que je déteste le plus chez ces certains combattants. Avant de commencer, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, John Jones va venir chez toi à 2 h du matin pour te vendre du crack. Surprise, surprise, the king is back! Numéro 1, Georges Saint-Pierre. Là, on s'attaque à un gros morceau. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est lui que je considère personnellement comme le GOAT de l'UFC. Pardon les fans de John Jones, vous pouvez me tomber dessus, j'en ai rien à faire. Mais si vous me connaissez, vous allez en tout cas savoir que Georges Saint-Pierre, c'est selon moi le meilleur combattant de MMA en général. Et le meilleur combattant genre qui a été champion à l'UFC. Donc, comme tu peux t'y attendre, c'est pas facile de trouver des trucs qui sont détestables chez Georges Saint-Pierre. Parce que déjà, c'est un athlète incroyable. En plus, c'est une personne incroyable. Et en plus, il s'ambiance sur du Niska. Donc, comment ne pas aimer Georges Saint-Pierre? Donc, je vais vous dire le truc le plus évident, genre qui m'est passé à l'esprit, genre lorsque j'étais vraiment en train de faire des recherches pour cette vidéo. C'est tout simplement que Georges Saint-Pierre, c'est un combattant que on oublie en fait à quel point il était super ennuyeux. Et je pense que c'est légitime de dire que lorsque l'on regarde la liste de tous les GOATs de l'histoire de l'UFC, Georges Saint-Pierre, c'est simplement le combattant qui est le plus ennuyeux parmi tous ces combattants. Et la raison pour laquelle je te dis que Georges Saint-Pierre c'est un combattant ennuyeux, c'est que, bon, je sais que là il y a plein de soi-disant connaisseurs qui vont venir dans les commentaires me dire mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu dis que Georges Saint-Pierre il est ennuyeux alors qu'il maîtrise tous les styles du MMA, c'est un super bon combattant au karaté, genre il t'emmène au sol, il te met les takedowns. Ouais, je sais que les soi-disant Joe Rogan, genre ils vont super kiffer genre les combats de Georges Saint-Pierre. Et ne me faites pas dire ce que je dis pas, moi aussi, genre parfois ça me plaît de regarder un combat de Georges Saint-Pierre ici et là. Mais Georges Saint-Pierre, les gars, il faut que l'on se rappelle un petit peu que quasiment tous les combats qu'il faisait, à part quelques-uns bien évidemment, mais il avait une grande majorité de ses combats qui partaient à chaque fois à la décision. Il terminait pas tout le temps ses combats. Et même lorsqu'il terminait ses combats, c'était souvent dans des combats qui étaient plutôt ennuyeux. Et en fait, un truc qui est intéressant à voir, c'est que tout le monde est en train de critiquer Belal Mohamed parce qu'il ne termine pas ses combats. Et tout le monde est en train de dire ouais, tu ne seras jamais comme GSP ni rien. Mais en fait, on est en train d'oublier que GSP aussi, à un moment, était grave ennuyeux. Genre, il était vraiment grave ennuyeux. Moi, je dirais que ses plus grosses victoires, c'était probablement contre Matt Hughes et contre Michael Bisping, tu vois. Là, c'est des combats où genre qu'il a réussi à terminer et tout. Mais Georges Saint-Pierre, les gars, genre, il faut vraiment vous rappeler, en fait, que c'était vraiment, totalement un combattant grave, mais alors là, grave ennuyeux. Il y a plein de gens qui venaient parler du fait que ouais, non, Georges Saint-Pierre, il manque à la catégorie. En fait, ça c'était au moment où les Tyron Woodley / Kamaru Usman, ils étaient en train de... Genre, ils avaient gagné la ceinture, tu vois. Il y a plein de gens qui venaient dire ouais, non, Georges Saint-Pierre, il nous manque de ouf et tout. Excuse me. Moi, personnellement, tu vas me traiter de nouveau fan de MMA, traite-moi de MMX, dis-moi ce que tu veux. Mais selon moi, le règne de Kamaru Usman, il était bien meilleur que celui de Georges Saint-Pierre, je suis désolé. Ouais, je sais que Georges Saint-Pierre, il a eu la double ceinture et tout, ouais, genre c'est vraiment très impressionnant et tout, dis-moi ce que tu veux. Mais en termes de compétences et genre de ce qu'il a montré dans l'octogone, selon moi, les combats de Kamaru Usman étaient bien plus intéressants que ceux que Georges Saint-Pierre, il a eu à présenter, tu vois. Après, lorsque Khabib commençait à vraiment faire des dingueries, genre dans la catégorie des lightweight et tout, je me souviens qu'il y a plein de gens qui venaient dire ouais, non, en fait, Georges Saint-Pierre, il devrait revenir de la retraite et affronter Khabib pour venir récupérer la ceinture des lightweight ou bien défendre sa ceinture contre Khabib. Mais les gars, genre vous êtes en train de surcoter le gars. Et là, je te parle pas en termes de compétences. Il y a vraiment des possibilités que Georges Saint-Pierre batte Khabib. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est tout simplement que un combat entre Georges Saint-Pierre et Khabib, tu n'as pas idée à quel point ça pourrait être ennuyeux. Tu n'as vraiment pas idée à quel point ça pourrait être ennuyeux. Et je ne traite pas Khabib de combattant ennuyeux. Parce que Khabib, genre lui, on sait tous que c'est pas un striker de génie. Mais genre que lui, c'est vraiment un génie au sol. Et Khabib, je le considère même pas comme un combattant ennuyeux. Mais je sais que ce n'aurait pas été un combat que l'on aurait aimé voir, tu vois. Surprise, surprise, the king is back! En numéro 2, on va parler de Fedor Emelianenko. Donc lorsque j'avais fait ma vidéo sur les GOATs du MMA, il y a plein de gens qui sont venus me dire ouais, non, comment ça se fait que t'as pas parlé de Fedor et tout. T'as oublié de parler de Fedor. J'ai pas oublié de parler de Fedor, hein. J'ai pas du tout oublié de parler de Fedor. C'est tout simplement que Fedor, je ne le considère pas comme un GOAT.
Et là, vous allez m'attaquer et tout. Parce que ouais, dans ma liste, j'ai mis des Alex Pereira et tout, mais j'ai pas mis Fedor Emelianenko dans le top 10. Mais tout simplement parce que selon moi, Fedor Emelianenko, il ne mérite pas sa place dans le top 10 des GOAT de l'UFC. Genre du MMA, je veux dire, excusez-moi. La raison pour laquelle je vais te dire que Fedor, selon moi, il ne mérite clairement pas sa place, c'est tout simplement que même si on parle tout simplement en termes de palmarès, selon moi, il ne mérite pas sa place. Je vais te rappeler rapidement son palmarès, je vérifie, ouais. Il a un palmarès de 36-5. Là, je te dis ça, t'es en mode, quoi? À quel moment quelqu'un qui a un palmarès aussi incroyable, genre, il n'est pas dans le top 10 des GOAT? Surtout que, ouais, genre, dans la catégorie des heavyweights, on peut être KO très rapidement et tout. Mais tout simplement, que je te dis, genre, Fedor, qui est-ce qu'il a affronté? Genre, qui a affronté Fedor? Et là, je suis vraiment en train de parler à tous les vieux qui regardent ma chaîne, tu vois, alors tous les gens qui viennent défendre Fedor à chaque fois que je fais la moindre critique à l'égard de Fedor, tu vois. Qu'est-ce que Fedor a battu? Si on reste honnête et que l'on regarde bien le palmarès de Fedor, sa plus grande victoire, c'était contre Andrei Arlovski. Et Andrei Arlovski, les gars, je suis désolé, mais ce n'était pas du tout un génie. Genre, Andrei Arlovski, genre, la raison pour laquelle on parle autant de lui et tout, c'est tout simplement parce qu'il était à l'UFC. Et à l'UFC, il n'a pas fait des dingueries, je suis désolé, mais Andrei Arlovski, tu peux pas le considérer comme une légende. Andrei Arlovski, je vais juste vérifier son palmarès pour toi. Exactement, c'est bien, je voulais juste ne pas dire de dinguerie, mais c'est exactement ce que je pensais. Il a eu un palmarès de 34-24. Et c'est ça le plus gros exploit, genre, de Fedor. Genre, le plus gros exploit de Fedor, c'est qu'il est meilleur que Andrei Arlovski. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous dites que Fedor, il est top 10 des GOAT. En gros, c'est ça. Selon moi, honnêtement, j'avais parlé de Ousmane un peu plus précédemment, tu vois, et je vais reparler de Ousmane. Selon moi, Ousmane, pas en termes de palmarès, mais en termes de qualité de palmarès, en termes de l'adversité, en termes des combattants qu'il a affrontés, c'est déjà plus intéressant son palmarès que celui de Fedor. Parce que Ousmane, quand même, il a affronté du Tyron Woodley, et selon moi, un Tyron Woodley, en tant qu'ancien champion, c'est plus intéressant qu'un Andrei Arlovski, que lui aussi, il était champion, tu vois. Après, je ne te parle même pas genre d'autres combattants comme Islam Makhachev, qu'il y a certaines personnes qui mettent Fedor devant Islam Makhachev dans la conversation du GOAT, alors que Islam Makhachev, il a battu quasiment les meilleurs lightweight de son ère, tu vois, tout en sachant que les lightweight, c'était les combattants les plus techniques de l'histoire, tu vois. Il a battu des Charles Oliveira et tout, mais ça, on n'en parle littéralement pas assez. Surprise, surprise, the king is back! Numéro 3, Khabib. Bon, aujourd'hui, je vais pas vraiment trop m'éterniser sur Khabib. Je pense que tu sais directement ce que je pense de Khabib. J'ai vraiment fait beaucoup de vidéos sur Khabib. Khabib, je vais le dire encore une autre fois. Je sais pas, ça fait combien de fois que je dis ça devant une caméra. Khabib n'est pas le GOAT de l'UFC. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on peut tous être d'accord sur ça quand même. Khabib, la majeure partie du temps, on dit que c'est le GOAT tout simplement parce qu'il n'a jamais perdu de sa carrière. Ce qui, ouais, est vrai. On lui donne également la statistique selon laquelle il n'a jamais perdu un round, qui est fausse parce que techniquement, il a perdu un round contre Conor McGregor. On lui donne également la statistique incroyable selon laquelle, ouais, Khabib, il n'a jamais saigné. Ouais, je suis choqué et tout. Ok, d'accord, il n'a jamais saigné. Anderson Silva également, il n'a jamais saigné. Est-ce que ça veut dire que c'est le GOAT? Non, ça veut pas dire ça. Khabib, le truc qui est vraiment important à voir par rapport à lui, c'est qu'il a un record de 29-0. Et parmi ce record de 29-0, à l'UFC, il a un record de 13-0. Mais je suis désolé de vous dire ça, mais les gars, le record de Khabib, il a tellement été gonflé. Genre Khabib, il a combattu même des combattants qui ont des records négatifs, pour te dire à quel point, genre, tout a été mis en œuvre afin que Khabib, il ait un palmarès quasiment impeccable, tu vois. Et si ce n'était que ça, je te dis, genre, ça aurait été négociable pour qu'on dise que c'est le GOAT, tu vois. Mais en plus de ça, un autre problème qu'il y a par rapport à Khabib, c'est tout simplement le fait qu'il ne soit pas resté suffisamment longtemps, selon moi, pour que l'on puisse le considérer comme un GOAT. Et je m'explique par rapport à cela. Khabib, il a eu 3 défenses de titre. Je sais, certes, il s'est battu contre des combattants vraiment super incroyables, tels que Justin Gaethje, Dustin Poirier et Conor McGregor. C'est vraiment la crème de la crème, tu vois. Sauf peut-être Conor McGregor à ce moment, mais ça c'est un autre débat. Mais cela n'empêche que Khabib, en termes de style, les combattants contre qui il a fait des défenses de titre, c'était juste des combats faciles, tu vois. Et je suis vraiment désolé de dire ça, genre je sais que Justin Gaethje et Dustin Poirier, c'est vraiment des super bons combattants. Mais en termes de style, ce genre de combattants, si tu les amènes au sol et que tu es un génie de la lutte, c'est normal que tu fasses une masterclass sur eux. Et un autre truc que j'aime pas par rapport à Khabib, je vais être honnête, c'est simplement ses fans. Et je sais que là, t'as envie directement de me tomber dessus. Si tu veux, tu peux écrire dans les commentaires. on va aller s'attaquer dans les commentaires et tout. Mais
un truc que j'ai remarqué par rapport à Khabib, et je sais que vous êtes déjà en train de me le prouver dans les commentaires, c'est tout simplement que Khabib, à partir d'un certain niveau, c'est juste comme si on n'a plus le droit de le critiquer, tu vois. Genre, Khabib, j'ai l'impression qu'il a un petit peu dépassé cette aura, genre, de simple athlète qu'il est censé avoir. Genre, il a dépassé, genre, ce stade de simple personne. Genre, Khabib, j'ai l'impression qu'à partir d'un certain niveau, il y a plein de gens qui le voient tout simplement comme une figure religieuse. Et je trouve ça un petit peu dangereux, tu vois. C'est la raison pour laquelle c'est un petit peu interdit même de faire des critiques sur Khabib. Et bah, comme tu peux t'y attendre, genre là c'est la zone, donc on critique tout le monde. On critique tout le monde. Donc voilà, donc c'est ça que je pensais par rapport à Khabib Nurmagomedov. Surprise, surprise, the king is back! José Aldo. Donc José Aldo également, si tu regardes ma vidéo sur les GOAT, je l'ai classé, je vais pas dire exactement à quel numéro je l'ai classé, mais tu peux checker la vidéo sur les GOAT si ça t'intéresse. Donc José Aldo, ce qui est intéressant par rapport à lui, c'est que avant qu'il ne se fasse battre par Conor McGregor, il était sur une super longue série d'invincibilité, tu vois. Genre, il a fait 12 victoires d'affilée, si je me souviens bien. Avant, bien évidemment, de se faire éteindre par McGregor de la façon que l'on connaît tous, tu vois. Maintenant, avec José Aldo, l'un de ses problèmes majeurs, je trouve, c'est tout simplement, tout d'abord, sa communauté. Parce que les fans de José Aldo, c'est simplement ce genre de gars qui délire un petit peu, genre il n'y a pas d'autre mot. Heureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de fans de José Aldo, donc j'ai pas vraiment à trop argumenter avec eux. Mais le truc avec les fans de José Aldo, c'est tout simplement que c'est soit l'un, soit l'autre, tu vois. Et pas soit l'un, soit l'autre. Ce que je veux te dire, c'est que lorsqu'il va y avoir un combat de José Aldo, comme récemment, il s'était battu à l'UFC 301, si je me souviens bien, il s'était battu. Maintenant, le truc, c'est que José Aldo, s'il gagne un combat, tout le monde va être en mode ouais, c'est vraiment le GOAT, il est vraiment dans la conversation des GOAT, c'est l'un des meilleurs combattants de tous les temps. Et s'il perd, c'est seulement ah, mais c'est simplement qu'il est vieux en fait. José Aldo, c'est clairement plus le José Aldo que l'on avait à l'époque. Les gars, choisissez juste un camp. Genre, en fait, tu peux pas simplement toujours trouver des excuses à un combattant qui n'a pas envie d'arrêter de se battre, tu vois. Dites la même chose de Tony Ferguson. Ok, Tony Ferguson, il fait que perdre. Pourquoi? C'est parce qu'il est vieux ou parce qu'il est nul? Trouvez vos excuses, tu vois. Mais après, si c'était que ça, ce n'aurait pas été méchant, tu vois. Mais un problème que j'ai personnellement avec José Aldo, je suis en train de dire un problème que j'ai personnellement avec José Aldo, comme si tu pouvais faire quelque chose contre José Aldo. Mais un problème que j'ai avec José Aldo, c'est tout simplement son palmarès, tu vois. Et c'est un petit peu comme le palmarès de Fedor dont je t'ai en train de parler un petit peu plus tôt. C'est tout simplement que José Aldo, certes, il a eu une série incroyable, tu vois, 12 victoires d'affilée, ça, y a pas grand monde qui peut faire ça à l'UFC. Mais le problème, c'est tout simplement la qualité des combattants contre qui il se battait. Parce que certes, c'est des combattants qui sont à l'UFC, genre qui étaient classés, tu vois. Donc ça va pas être comme un Fedor, tu vois. Petite balle perdue encore pour les vieux fans de Fedor. Mais le simple problème, c'est que quand tu regardes dans le palmarès de José Aldo, ses adversaires les plus valeureux, je dirais que c'était juste qui? Chad Mendes et The Korean Zombie. Je pense que c'était les deux adversaires genre, qui ont vraiment le plus posé de problèmes à José Aldo et qu'il a réussi à vaincre. Donc selon moi, c'est pas des noms suffisamment lourds, tu vois, alors, pour être vraiment dans le top 3, top 2 des GOATs de tous les temps de l'UFC, tu vois. Et personnellement, si tu me demandes, genre, dans la catégorie des featherweights, c'est qui le GOAT? Je te dirais pas José Aldo, je suis désolé. Je pense même que je te dirais plutôt Alexander Volkanovski. Surprise, surprise, the king is back! En parlant du loup, Alexander Volkanovski, parce que lui aussi, je considère qu'il fait partie de la conversation des GOATs. Pour Alexander Volkanovski, je pense que mon avis va être plutôt rapide sur lui. Genre, franchement, c'est un combattant incroyable. Série d'invincibilité formidable. Genre, il a été invaincu dans la catégorie des featherweights de 2016 à 2024 et en général de 2016 à 2023. Vraiment une très longue série d'invincibilité. Mais le problème que j'ai avec Volkanovski, c'est tout simplement sa mentalité. Et là, c'est la première fois que je parle de mentalité depuis le début de cette vidéo. Mais c'est tout simplement parce que Alexander Volkanovski, il ne sait juste pas s'arrêter, tu vois. En fait, c'est juste le combattant que j'ai l'impression que s'il y a des moments, il prenait un peu plus son temps, il n'aurait pas eu la carrière qu'il est en train d'avoir ces temps-ci. Parce que je te rappelle bien qu'il n'avait pas à combattre en short notice contre un Islam Makhachev qui était prêt pour le tuer, tu vois. Et il a décidé de le faire à quoi 12 jours de préparation si je me souviens bien. Et tu connais la suite, il s'est fait mettre un head kick méchant, genre qu'il a éteint. Également, après avoir mangé ce head kick, à la place de se reposer et se dire ouais, genre finalement, je pense que je vais prendre mon temps pour
bien revenir en forme, qu'est-ce qu'il a laissé de faire? Et bah, Volk a fait du Volk, donc il s'est dit, non, en fait, genre, je pense dans 2-3 mois, je vais aller me battre contre Ilia Topuria, qui, en soi, est la seule personne qui devrait être en mesure de me mettre KO, tu vois. Et tu connais la fin de l'histoire, Ilia Topuria a mis KO Alexander Volkanovski, et donc Alexander Volkanovski, sa carrière qui était vraiment destinée à être phénoménale, tu vois, à entrer dans le top 4 des GOATs. Et littéralement en chute libre ces temps-ci. Mais heureusement que maintenant il a pris une pause et donc on pourra parler de la suite un petit peu plus tard, dans quelques mois, voire quelques années. Surprise, surprise, the king is back! Alors celui-là, je savais que tu l'attendais, mais John Jones. Alors là, John Jones, qu'est-ce que j'en ai des choses à dire sur lui. Je pense que je vais commencer par le truc le plus récent, tu vois, parce que genre, John Jones, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur lui, mais je vais commencer par le truc le plus récent, c'est tout simplement le fait que John Jones, ce n'est pas un BMF. Et la raison pour laquelle je te dis que John Jones n'est pas un BMF, c'est que John Jones, il fuit tellement de combattants que pour moi, c'est un petit peu compliqué de considérer que le GOAT de l'UFC, c'est la personne qui... C'est l'une des personnes, je veux dire, qui a le plus peur de prendre des combats, tu vois. Je peux te citer quelques combattants que John Jones a fui, un petit peu comme, aussi bizarre que ça puisse paraître, Chael Sonnen. J'ai fait une vidéo sur le sujet, tu peux la checker. Chael Sonnen, Francis Ngannou, Thomas Pinal et même Dominic Reyes, tu vois. Que selon moi, Dominic Reyes a battu John Jones, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc ouais, l'une des raisons majeures, c'est tout simplement tous les combattants que John Jones est en train de fuir. Également son héritage, il est littéralement en train de se faire salir tellement il est en train de fuir Thomas Pinal parce qu'il sait que c'est la seule personne qui est en mesure de le battre. Également un autre truc, John Jones, il vend toute sa carrière autour du fait que c'est un combattant invaincu alors que techniquement il n'est pas invaincu. Et là je te parle pas parce qu'il a mis des coups de coude involontaires en début de carrière, mais je te parle plus par rapport au fait qu'il s'est fait battre par Dominic Reyes en 2021 et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et genre, si t'as pas suivi le combat, le seul truc qui s'est passé, c'est que John Jones s'est battu contre Dominic Reyes en 2021. J'ai l'impression que c'est la 7e fois que je raconte cette histoire, mais faut que tout le monde sache. Faut vraiment que tout le monde sache. John Jones s'est battu contre Dominic Reyes en 2021, si je me souviens bien. Et ouais, donc pendant le combat, c'était vraiment clair et net que Dominic Reyes l'a dominé sur les 3 premiers rounds. John Jones a gagné les 2 derniers rounds. Mais bizarrement, les juges ont donné la victoire à John Jones alors que Dominic Reyes avait clairement gagné le combat. Donc non, John Jones, je ne peux pas le considérer comme un combattant invaincu après qu'il ait techniquement eu 2 défaites, tu vois. Après, à côté de cela, il y a tous les trucs extra sportifs autour de John Jones. Tout d'abord, le fait que l'on le considère comme le GOAT alors que c'est la personne qui vraiment s'est fait le plus attraper pour les stéroïdes. Et genre, c'est l'une des personnes qui cause le plus de problèmes à l'UFC, tu vois. Et que c'est vraiment l'une des personnes qui cause le plus de problèmes à l'UFC, tout en sachant qu'il a causé l'annulation d'un événement entier de l'UFC. Il a également causé la relocalisation d'un événement entier de l'UFC. En plus de cela, il y a eu tous les autres problèmes vraiment extra sportifs qui n'avaient aucun rapport avec le sport, dans lesquels il s'est fait arrêter, genre quand il est entré en collision avec la voiture d'une femme enceinte et qui s'est enfui et tout. Vraiment, tout ce genre de comportement sale, ça fait que tu peux pas vraiment considérer cette personne comme un athlète exemplaire, genre comme le serait plutôt un combattant comme Georges Saint-Pierre, tu vois. Et voilà, je pense que John Jones, il y a vraiment plein de choses qui sont détestables chez lui. Mais à la fin de la journée, je sais que je critique tous les jours John Jones, mais je ne peux pas enlever le fait non plus que John Jones est un combattant qui est super, 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 super divertissant et intéressant à voir, tu vois. Surprise, surprise, the king is back! Et on va terminer cette vidéo par Anderson Silva, qui était l'un de mes combattants préférés lorsque j'étais un enfant. Donc, Anderson Silva, ce que je n'aime pas chez lui, il y a quelques trucs quand même que j'aime pas chez lui. Tout d'abord, c'est le fait que Anderson Silva, alors ça se voit qu'il y a certains moments où il jouait juste trop. Genre, il jouait juste vraiment trop. Il y a plein de combats que il aurait pu terminer, mais genre qu'il préférait tout simplement rester là, s'amuser et tout, jusqu'à ne pas terminer le combat. Je me souviens même d'une conférence de presse où Dana White était vraiment super énervé contre Anderson Silva à cause de cela, parce que il nous a privés d'un finish qui aurait pu vraiment être super intéressant, tu vois. Mais ça, c'est vraiment pas le plus gros problème par rapport à Anderson Silva, parce qu'à la fin de la journée, chacun a son style de combat, et chacun fait ce qui lui permet de gagner le combat, tu vois. Mais un autre point qui est un petit peu compliqué par rapport à Anderson Silva, c'est tout simplement le fait que sa plus grosse victoire dans son palmarès, si tu regardes, c'est juste contre Derek Brunson. Et j'ai pas l'impression que c'est une victoire qui est phénoménale de ouf, tu vois. Donc, ouais, ça c'est un autre problème qu'il y a par rapport à Anderson Silva. Un autre problème également, c'est le fait qu'on parle toujours des problèmes de dopage de John Jones, mais Anderson Silva, lui, il est dopé, personne n'en parle, hein.
Anderson Silva, genre lui, il est parti, il s'est blessé, il est revenu dopé. Et t'es en mode, oui, j'étais dopé. Et là, personne, genre, tout le monde s'en fout. On ne dit rien. On ne dit rien parce qu'Anderson Silva, c'est un bon gars et tout. Parce qu'Anderson Silva, il ne part pas, genre, faire de la coke à 2 h du matin dans un bar sombre dans les rues de LA, tu vois. Mais je pense que le truc qui me dérange le plus dans la carrière de Anderson Silva, c'est tout simplement sa fin de carrière dans laquelle il refusait tout simplement de poser les gants. Après, il était juste en train d'enchaîner défaite sur défaite sur défaite sur défaite sur défaite, au point que sa carrière, elle soit vraiment maintenant ternie de cette image de, tout simplement de la fin où on se souvient très bien de voir Anderson Silva se faire terminer par quasiment tous les jeunes qui viennent. C'est triste à dire, mais quand tu imagines un Anderson Silva se faire terminer par Jared Cannonier, tu as des difficultés à te dire que cette personne, c'est littéralement le GOAT de l'UFC, tu vois. Mais bon, voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport à ces quelques GOAT de l'UFC. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je suis pressé de te lire. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.